Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Déconspirateurs, l'émission générique. Qui est un complotiste? Ouais, qui sont-ils? On a des petites idées quand même. Le tout-puissant lobby qui nous écrase. C'est la fondation Rothschild. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire le complotisme? L'IB, c'est complotiste. Arrêtez de me traiter de complotiste. C'est pas mon sujet, j'y connais rien. Donc la lune est creuse. On est des complotistes, on assume. Nous sommes en train de vivre un génocide. Les gens n'y croyaient pas. Bill Gates, il veut diminuer la population mondiale. Cette pandémie est... Ce n'est pas du complotisme extrême. Je passe un très bon moment là. Je suis l'aigle. Alors comme à chaque numéro avec Tristan MonespFrance et Rudy Reichstadt, nous nous plongeons dans la complosphère pour vous aider à y voir plus clair. Bonjour Rudy. Bonjour David. Bonjour Tristan. Salut à tous. Cette semaine, pour nous accompagner dans la réflexion, nous recevons Clément Fraise. Bonjour Clément. Bonjour. Alors tu es mentaliste, tu es l'auteur d'un film minutieux qui s'appelle Fake Up, qui revient sur toutes les infox du film Hold Up. Nous y viendrons en détail dans la deuxième partie de l'émission. Avec plaisir. Mais surtout, n'hésite pas à intervenir sur tous les sujets d'actualité qu'on va aborder dans la première partie de l'émission. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, si j'ose dire, depuis que nous nous sommes vus, vous avez consacré un complorama aux chemtrails. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, Rudy ou Tristan? On renvoie d'abord tout le monde à l'écoute de ce podcast fait avec Marina Capitaine, et puis dire qu'on a des archives sympathiques, notamment un extrait, je suis en train d'y penser parce que tu es là, avec Pierre Barnerias, qui va consacrer un de ses prochains... Donc le réalisateur de Hold Up. Le réalisateur de Hold Up, voilà, un de ses prochains films à la question des chemtrails. Oui, on sait d'ailleurs quand est-ce que ça va sortir? Non, je crois pas. Enfin, je crois que tu vas annoncer la question des chemtrails, Barnard, mais c'était pas Hold Out, le troisième volet, qui en parle déjà? Peut-être. Sur la météo? En tout cas, là, il interviewe un pilote d'hélicoptère. Ah d'accord. Je sais pas si c'est dans Hold Out, ça. Je crois que c'est dans le troisième volet. Alors, pour être tout à fait franc, je l'ai vu à moitié, le troisième volet. Ouais. J'ai surtout vu les deux premiers qui étaient plus sur la Covid, mais il me semble que c'était ça. Et là, il est en train d'en faire un sur la pédocriminalité. Carl Zero ayant bien ouvert la voie, je pense qu'il a un petit biais à faire. Un gros sujet porteur qui va exciter encore la complosphère. Ah bah c'est le fantasme. Et le pire, parce qu'en plus le pire, c'est qu'il y a du fond de vrai derrière sur des affaires machin. Mais souvent, c'est souvent le cas. En fait, il n'y a pas un fond de vrai. Moi, je dirais pas ça parce que il y a Epstein, des choses comme ça. Il y a une base factuelle, c'est un peu différente. Oui, absolument. C'est pas un noyau de vérité, c'est plutôt une base de réalité et de réalité factuelle. Oui, après, quand on parle d'élite pédosataniste internationale, bon. Il y a une base factuelle. Non, pardon. C'est pas ici que. J'attends de voir. Mais bon. Juste sur cette émission-là, on a aussi des sonores absolument extraordinaires. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a un extrait de Prince, le chanteur Prince, qui explique que les chemtrails, c'était en 2009, je crois, dans ces eaux-là, et qui explique face caméra, en gros, que les chemtrails avaient pour, disons, conséquence d'essayer de contrôler le psychisme de la population. La manipulation mentale, quoi. Et oui, on a dit même manipulation mentale. Et puis il explique notamment que ces produits chimiques font que tous ses voisins et ses amis commençaient à s'engueuler à cause des chemtrails. Donc c'est quand même un peu du lourd. Et puis on a d'autres petites pépites un peu disons improbables sur le fait que les chemtrails, ça fait presque un demi-siècle qu'on en parle, c'est pas un sujet nouveau, mais ce qui est assez marrant comme c'est la permanence, et de voir notamment que sur TikTok, je suis allé voir pour l'émission, pour le podcast, et sur TikTok, le terme chemtrails a quand même un volume de environ 115 millions de vues sur le hashtag chemtrails, sur le hashtag chemtrails sur TikTok. Donc ça reste encore vivace, même si c'est un vieux truc qui traîne depuis des décennies, quoi. Alors, premier sujet cette semaine, vous saviez, il y avait les élections de midterms, des midterms aux États-Unis la semaine dernière, au Sénat et à la Chambre des représentants. Alors, c'est l'occasion de voir réapparaître tout un tas de théories du complot, notamment le retour de Q. Oui, Tristan. Ça c'est un peu surprenant, parce que Q était silencieux depuis, il n'avait pas beaucoup publié de drops, comme on dit, depuis cet été. Et puis il s'est réveillé juste quelques jours avant les midterms. Il y a une sorte de petite excitation en se disant, tiens, il y a peut-être probablement un peu d'audience à se faire sur cette séquence-là. Et donc, il a publié, je crois, 2 ou 3 drops juste avant les midterms, et notamment un drops complètement conspi sur le complotisme électoral, plus spécifiquement. Avec la fameuse théorie de l'élection volée. Oui, avec des questionnements. Enfin, c'est comme ça qu'il travaille maintenant. C'est juste des séries de questions, mais toutes qui tournent autour de, est-ce que c'est fiable, est-ce qu'on ne cherche pas à nous embrouiller, etc., etc. Mais ce qui est notable, encore une fois, c'est que si Q a publié des contenus, il a évidemment excité toute la QAnon sphère qui était déjà, je crois, probablement électrisée par les midterms et le travail de Trump.
Trump n'a pas arrêté sur son réseau social Truth Social, il y a eu pas mal d'articles d'ailleurs sur Truth Social durant les midterms et un peu avant, qui montraient que c'était devenu le cloaque de la désinformation conspi autour des fraudes électorales. Donc voilà, tout ça c'est raccord, Trump, Q, qui se réveille autour des midterms, avec un résultat pas top dans l'ensemble pour les républicains. C'était pas la vague républicaine oui, la fameuse annoncée. La fameuse vague rouge qu'on attendait tous. Bon, elle a fait un peu pchit, même si c'est pas du tout du win-win pour un total win pour les démocrates. Ça reste vraiment dur, pénible, laborieux. Il y a aucune victoire vraiment extraordinaire de leur côté. Mais voilà, en tout cas, ils ont évité le red wave dont ils fantasmaient. L'inquiétude qu'on peut avoir, c'est pour les semaines qui viennent, de voir si le complotisme électoral post-électoral, c'est celui-là qui est, faut pas oublier le Stop the Steal, avec le recomptage qui a lieu dans certains États, avec peut-être des velléités de recomptage ou d'essayer de pousser le narratif de on nous a volé des élections sur tel ou tel point, etc. Après, il y a pas mal de candidats négateurs, c'est comme ça qu'on dit, c'est ceux qui pensaient que Trump on lui a volé les élections, qui ont pro-Trump évidemment, une bonne partie d'entre eux qui ont perdu, mais pas tous. Mais pas tous. J'avais une question. Est-ce que celle qui arrive en Hummer et qui défonce au fusil à pompe des panneaux avec des slogans, est-ce qu'elle est passée? On allait y venir. Elle est passée. Marjorie Taylor Greene. Bien sûr qu'elle est passée. Je ne comprends plus ce pays. Juste pour finir ce que dit Tristan, quand même dans la complosphère, depuis 2-3 semaines, on nous expliquait que les démocrates allaient être balayés, qu'ils tremblaient, etc. Et en fait, le Sénat reste démocrate, ça on en est sûr. La Chambre des représentants, de toute évidence, devrait passer côté républicain, mais c'est pas encore complètement sûr. Mais bon, en tout cas, c'est pas une défaite en race campagne pour l'administration Biden. Loin de là, c'est même plutôt une forme de désaveu pour un midterm, parce que le midterm en général c'est le parti au pouvoir qui se prend des raclés en général, et là c'est exceptionnel qu'ils n'en prennent pas. Alors la Chambre des représentants, on a effectivement Marjorie Taylor Greene, MTJ. Alors MTJ, elle a fait un mandat de 2 ans déjà de représentante, elle a été réélue là, pour 2 ans en Géorgie. Ce qui est dingue en soi. Je veux dire, parce que une fois qu'on l'a vu, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que on aurait pu croire qu'elle aurait pu s'agir durant son premier mandat, et on aurait pu imaginer que ça pouvait lui avoir un coup électoral, quoi. Donc juste le seul fait qu'elle soit réélue, c'est quand même absolument dingue. Alors, pour la présenter, c'est quelqu'un qui ferait passer Nadine Morano pour une sorte de jospiniste interne. C'est-à-dire... Voilà, Marjorie Taylor Greene, elle est anti-avortement, QAnon, des propos racistes, antisémites. Elle considère que toutes les... Parce qu'effectivement, elle défend le droit de porter des armes à feu, mais pas seulement le droit de porter des armes à feu. Elle refuse toute régulation des armes à feu, y compris d'armes de fusils d'assaut, etc., d'armes militaires, quoi. Et d'ailleurs, elle explique que toutes les grandes tueries de masse, que ce soit Sandy Hook, il y a une dizaine d'années maintenant, ce qui s'est passé au Texas récemment aussi dans une école, sont des false flags, elle l'a dit. Et c'est quelqu'un qui a comparé très tranquillement, il y a 2 mois, Joe Biden à Adolf Hitler. Alors qui confond la Gestapo avec le Gazpacho aussi, il faut le dire. Ça c'était extraordinaire. Quel tweet. Donc voilà de qui on parle. Il y a un tweet Gazpacho pour parler de Gestapo. Elle a fait une vidéo dans laquelle elle dit le Gazpacho. La Gazpacho Police. La Gazpacho Police. Biden and his Gazpacho Police. C'est comme dans les Marvel, c'est l'univers étendu qui est toujours le plus sympa. Alors là, on est dans l'univers étendu de l'alt-right. C'est magnifique. Et c'est quelqu'un qui, quand même, quand on s'intéresse aux traces qu'elle a laissées sur le web avant d'être élue, c'est quelqu'un qui, par exemple, traité de péripatéticienne Nancy Pelosi, avec moins d'élégance, actuelle de la Chambre. La présidente démocrate de la Chambre, dont le mari a d'ailleurs été agressé il y a quelques semaines par un complotiste complètement radicalisé. C'est quelqu'un, Marjorie Taylor Greene, qui a aussi liké un commentaire sur Facebook suggérant que pour Pelosi, une balle dans la tête serait plus rapide qu'une procédure de destitution. Voilà de quoi on parle quand on parle de Marjorie Taylor Greene. Elle peut faire sourire. Elle a été réélue. Ouais, elle a été réélue. Voilà. Elle n'a pas contesté, là, elle non. Alors, pas sa propre élection. En revanche, c'est quelqu'un, Marjorie Taylor Greene, qui était à l'intérieur du Capitole le 6 janvier 2021, le jour de la certification des votes des grands électeurs, donc le jour de l'insurrection par les partisans de Trump, et elle disait que les émeutiers étaient des antifas qui se faisaient passer pour des partisans de Trump. Il y a un renversement des valeurs. Manque de bol, il y avait
parmi ces émeutiers, l'un de ses collaborateurs et amis, qui a témoigné quelques jours après et qui a dit oui, bien sûr, j'y étais, et bien sûr qu'on était tous pour Trump. Et donc, elle a dû, à ce moment-là seulement, dire oui, il est possible que j'ai cru à un moment à des choses qui n'étaient pas vraies. Ouais. C'est quand même une phrase formidable. C'est un donc voilà quelques éléments de portrait. Alors, je pensais qu'elle considérait les pro-Trump comme des antifas au regard de les vrais fascistes seraient les démocrates. Non, c'est pas aussi élaboré. Non, c'est juste qu'elle a cru que d'accord. Okay. Voilà. Wow. Bon, en tout cas, on attend aussi les résultats pour quelques autres élus qui ont une empreinte proche de Lorraine Boebert, par exemple, notamment elle, et quelques autres aussi qui ont. Bon, bref, donc il faudra attendre quelques semaines pour voir s'il n'y en a pas d'autres de cet acabit qui arrivent. En tout cas, elle a complètement ringardisé Sarah Palin. Oui. Il y avait un papier dans le New Yorker il y a quelques mois qui disait en fait Marjorie Taylor Greene, elle nous rend nostalgique de Sarah Palin. Ouais. C'est dire. Ouais. Moi, je suis nostalgique par rapport aux imitations de Tina Fey dans le SNL. Mais chacun, c'est. Ah oui, c'est juste pour ça que je suis nostalgique. Deuxième sujet cette semaine, vous en avez peut-être entendu parler. Elon Musk vient donc de racheter Twitter. Oui, t'en as pas entendu parler. Oui. Parce qu'il y a eu du bruit autour de ça quand même. T'as pas payé tes $8. T'as pas encore payé tes $8. Ça, le nombre de gens qui me le disent, vous n'imaginez pas. Alors justement, on plaisante sur les $8. C'est cette idée qu'il va falloir certifier son compte avec des pastilles bleues, des abonnements. Comment ça va se passer tout ça, Tristan? Je sais que tu t'es plongé un peu dans cette forme de nébuleuse autour de cette un truc ce rachat de Twitter. Qu'est-ce que tu as pu trouver autour de ça? Sur le rachat en lui-même, j'ai rien à dire. On verra bien ce que ça va donner dans les mois qui viennent. Évidemment, on est tous en train d'observer ce bateau en feu, ce paquebot en feu qui est devenu Twitter après la prise de pouvoir d'Elon Musk, avec le fait qu'il ait viré la moitié du staff, notamment ceux qui gèrent la modération. Bon bref, tout ça a été quand même pas mal couvert. Et puis il y a eu évidemment dans ce truc infini, ce truc à épisode, la séquence où il a décidé effectivement de démocratiser, de donner de pouvoir au peuple avec ces fameuses pastilles bleues qui jusque-là étaient des pastilles de certification d'identité et de crédit entre guillemets de médias, de politiques, d'institutions, d'organisations, etc. De personnalités. Puis lui il a dit tiens super, maintenant tout le monde va pouvoir l'avoir en payant $8 et puis en ayant des petits bonus en plus de services de Twitter. Donc il a ouvert ça. Ça a été un foutoir total parce qu'évidemment les trolls de l'univers se sont dit génial, on va pouvoir se mettre la petite pastille bleue comme je sais pas moi, comme les grandes institutions, comme New York Times, comme Barack Obama, comme Beyoncé, je ne sais qui, ou Coca-Cola, mais justement il y en a un qui a fait sur Pepsi, qui a fait un faux compte sur Pepsi, et bref, donc ça a été un foutoir absolu avec pour conséquence évidemment que pendant quelques semaines on savait plus très bien quelle était la valeur de cette pastille. En gros, c'est plus. En gros, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur la pastille pour savoir si quelqu'un l'a payé. Ça s'affiche. Ça indique soit il l'a payé, soit effectivement c'est un truc légitime qui préexistait, qui était vaguement certifié. Mais le résultat de tout ça, c'est évidemment un souk informationnel absolument total, avec de la désinfo qui a circulé, encore une fois, avec des comptes qui se sont fait passer pour des institutions, des fois pour des industries pharmaceutiques, par exemple, pour leur faire dire des trucs qui n'étaient pas vrais, et qui a d'ailleurs eu des conséquences en bourse pour certaines d'entre elles. Bref, un énorme foutoir dans lequel est venu évidemment se glisser des profils conspi radicaux, extrémistes, et j'en ai au moins suivi quelques-uns que j'ai réussi à identifier, qui étaient des antisémites pro-nazis, vraiment la lie de ce qu'on peut voir sur Internet, mais qui se sont achetés la pastille de certification. Donc ils se trimballaient avec des propos, encore une fois, odieux, antisémites, avec des propos complotistes mélangés à tout ça, mais avec la pastille de certification. Bon bref, le résultat, c'est qu'actuellement, c'est suspendu pour l'instant, jusqu'à ce que son équipe arrive à sortir avec autre chose. Mais bref, l'important là-dedans, c'est que ça participe d'une philosophie d'Elon Musk, qui est de considérer qu'il y a une sorte de tour d'ivoire, notamment des médias, des prescripteurs de l'information, que lui veut pilonner et qu'il attaque. Une attaque frontale, véritablement trumpienne. Et ce que lui veut faire, c'est qu'avec ces fameuses pastilles bleues, il veut que tout le monde puisse en profiter, et que notamment les journalistes, entre guillemets, citoyens, puissent venir concurrencer et être entendus, écoutés au même titre que les médias traditionnels. Donc ça, c'est sa philosophie de base. Le problème, c'est que Musk lui-même, il y a 1 ou 2 semaines, a relayé un journal qui n'est pas un journal mainstream, qui fait
probablement partie de ce que lui souhaiterait voir remonter et concurrencer les médias mainstream. Il a relayé un blog ou une sorte de journal local américain qui focalisait ou qui se concentrait sur l'attaque du mari de Pelosi, en expliquant que celui qui l'a attaqué était en fait invité chez le mari de Pelosi et que c'était un prostitué mâle parce que lui-même serait homosexuel et consommerait ce genre de... ou aurait des relations sexuelles avec ce genre d'individu. Et ça, Musk lui-même a relayé ça à ses 110 millions... Vas-y. Avant de le supprimer. Avant de le supprimer. Et il a relayé en réponse à un tweet d'Hillary Clinton. Oui, absolument. Et c'était en plus une réponse à Hillary Clinton. Oui, alors ça aussi, pareil, je fais une toute petite parenthèse, mais il efface régulièrement les tweets qui lui posent problème, sans aucune explication. Sans aucune explication. Ce qui n'est pas l'usage correct de les journalistes responsables ou les personnes. Donc bref, donc il efface... Je te trouve violent. Je te trouve plus radical. Donc, et tout ça n'en finit pas autour de Musk, parce que Musk, on retrouve Musk dans une affaire là qui est en train de... Vas-y. Avant que tu développes, juste sur l'affaire de l'agression de Paul Pelosi, on a publié il y a une semaine, en tout cas depuis la dernière émission, un papier de Théo Lobry, auquel je renvoie les gens qui nous écoutent, qui fait le point sur les théories du complot justement qui ont émergé immédiatement après l'agression du mari de la présidente de la Chambre des représentants. Oui, il y a encore une longue traîne là-dessus. C'est qu'il y a encore des gens qui relayent le fait qu'il aurait été avec un prostitué mâle qu'il avait invité, ils se sont juste chamaillés, que c'est ça qui a mal tourné. Et alors tu disais Musk, il est dans une autre affaire que t'as vu surgir récemment sur Twitter, autour des crypto-monnaies. Absolument, il est absolument partout. En gros, Musk donne une traction. En général, il relaye et donne une traction avec ses 115 millions, je sais pas combien il est, plus de 100 millions en tout cas d'abonnés sur Twitter, il satellise des trucs qui sont périphériques, qu'il va glaner un petit peu, qui va glaner un petit peu dans le cloaque de désinformation dans lequel il baigne, vraisemblablement, parce que c'est ce qu'il relaye souvent. Et là, il a rebondi sur le psychodrame absolu autour de FTX, c'est ça ? De FTX. Alors, rapidement, donc FTX, c'est la deuxième plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies et de crypto-devises sur la planète aujourd'hui et qui vient de s'écrouler en quelques jours. C'est une sorte de bourse, c'est ça, de crypto-monnaies. On peut acheter les crypto-monnaies et en vendre. Oui, c'est un marché, quoi. Oui, c'est le principe en tout cas de ces plateformes d'échange en général, quoi. On peut acheter, on peut changer, enfin bref. Et donc tout ça s'est écroulé, a fait un énorme pchit en quelques jours. On ne sait pas trop. Alors, c'est en faillite, mais on pense qu'il y a peut-être eu aussi un piratage. Une cyberattaque, oui, c'est ça. Donc, à voir. Pour l'instant, je ne me prononce pas sur les faits concrets, mais voilà où les choses commencent à devenir intéressantes, c'est que beaucoup de théories complotistes ont commencé à s'agréger autour de cette faillite. Je vais revenir un peu plus dans le détail. Alors, pourquoi je parlais de Musk un instant ? Simplement parce que Musk lui-même a tweeté quelque chose autour de cette affaire-là, en expliquant en gros que le responsable, le fondateur de cette gigantesque plateforme d'échange de crypto-monnaies n'allait pas lui-même subir d'enquête de quelque ordre que ce soit, parce qu'il avait financé lui-même le parti démocrate, et que donc, les partis démocrates étant en place, il n'y aurait pas d'enquête autour de lui. C'est un peu anodin comme ça, présenté, c'est un peu conspi, mais enfin bref. Mais ça, évidemment, ça a excité évidemment la complosphère. Alors, juste encore une fois, pour poser un peu cette scène théâtrale de ce psychodrame, le fondateur de cette grande plateforme d'échange de crypto-monnaies s'appelle Sam Bankman-Fried, qui lui-même est d'origine juive. C'est quelqu'un qui a réussi à générer quelque chose comme 15 milliards de dollars. Donc il avait un capital de 15 milliards de dollars qu'il a quasiment tout perdu. Aujourd'hui, je crois qu'il a perdu plus de 90% de son argent en quelques jours. Et ayant financé les démocrates, tout de suite, il a commencé à avoir des suspicions sur le fait qu'il serait la chose des démocrates, que évidemment, il y a quelque chose qui se cache derrière. Et là, on a allumé une mèche qui n'arrête pas de brûler depuis quelques jours. Et là, je ne peux pas vous donner tous les détails, mais je vous donne simplement un aperçu de ce qui vient s'agréger autour de ces théories complotistes, autour de cette séquence-là. Certains commencent à y voir un lien avec l'Ukraine parce que cette entreprise avait effectivement participé à une plateforme de levée de fonds de dons
en crypto-monnaie pour l'Ukraine. Donc c'est une réalité, mais évidemment, c'est monté en bisbille en disant qu'il y a forcément un lien aussi avec ce qui se passe en Ukraine. Il y a d'autres personnes qui ont fait des passerelles avec les élections, les fraudes électorales. Encore une fois, parce que son accointance supposée avec les démocrates fait que s'ils ont gagné aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose qui serait à voir. Il y a aussi... Epstein qui vient entrer dedans, parce qu'il se trouve que lui-même est hébergé enfin, lui habite aux Bahamas, ou en tout cas il est essentiellement aux Bahamas, et qu'il y aurait des entreprises qui avaient des relations avec Epstein. Donc Epstein rentre un peu dans la masse, et puis évidemment ses origines juives. Et c'est là où c'est terrible. Un beau cocktail, quoi. Oui. Alors là où c'est terrible, c'est qu'on le voit, ça a excité un peu toute la fantasmagorie complotiste antisémite, mais on le voit sous les tweets de Musk. C'est-à-dire que quand Musk a commencé à faire ses allusions relativement conspi autour de cette affaire-là, j'ai regardé les commentaires qu'il y avait dessous et j'ai vu des horreurs absolues sur le fait que les Juifs, l'argent, forcément. Donc voilà, on est sur un moment, et c'est vraiment que le début du commencement, parce que tu penses que ça va être quelque chose de très très fort. Il va y avoir c'est déjà un séisme dans l'univers de la crypto en général. Ce sera peut-être le Lehman Brothers de la crypto. Donc on sait qu'il va y avoir des conséquences, et donc il y a une sorte de psychodrame, en tout cas, qui à l'intérieur duquel il y a des acteurs, notamment Musk, et d'autres acteurs qui sont proches de la crypto, qui ont franchement pour certains des profils conspi, comme Kim.com, qui lui-même est pareil, suit cette affaire goulûment depuis le début. Donc voilà, je voulais vraiment faire un tout petit point là-dessus, parce qu'il n'y a pas de doute que ça va devenir un moment, une figure d'excitation, d'exaltation complotiste dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Juste un point, quelque chose de fascinant quand même dans la prise de contrôle par Elon Musk de Twitter, c'est la rapidité avec laquelle il a fait bouger cette entreprise, cette plateforme, qui contraste quand même beaucoup avec le discours qu'on entend de la part de toutes ces plateformes numériques depuis des années, qui est de dire voilà, c'est très compliqué de modérer, c'est très compliqué de toucher au moindre truc, ça suppose des process, des milliers de personnes, etc. Non, là, il est devenu patron de Twitter dans les jours qui ont suivi. D'abord, je crois qu'il s'est séparé d'une partie de l'état-major de Twitter assez rapidement, mais il a mis en place cette fameuse pastille payante, etc., très rapidement. Donc, c'est-à-dire que techniquement, si on veut agir sur une plateforme, on peut le faire à peu près comme on le fait avec notre site internet, quoi, je vais me faire l'avocat du diable, mais je pense que c'est peut-être plus facile de désengager de la modération que de créer. Je suis d'accord avec toi. Mais cela dit, la rapidité ça ne justifie même pas la rapidité le fait que, depuis des années, on a des plateformes qui sont confrontées à ce problème de la modération, qui disent c'est très compliqué, attendez, ça prend des mois, ça prend du temps, on n'a pas les moyens. En fait, on voit quand il y a une volonté, ça peut aller très vite. Et puis en plus, je pense qu'il y a un capital de savoir-faire sur la modération, qui se fait effectivement probablement un peu sur la durée, où on oriente, plus ou moins, on adapte, on évolue avec la situation, et ce capital-là, il l'a aux toilettes, quasiment, en éliminant encore une fois la moitié du staff. Donc il fait table rase, en gros, et il recommence avec des idées, des préconçus, avec des idées qui sont pas super saines en termes de qualité de l'infosphère en général, et avec des préconçus, qui est que, en gros, les médias sont soumis à une sorte de bien-pensance progressiste, qui kidnappe, qui impose, qui harcèle les positions divergentes. Il est sur cette posture-là, il en est convaincu, il veut lutter contre ça, et donc bref, il y a une fausse maladie pour laquelle il veut donner des médicaments, et le résultat, c'est que voilà, le corps de Twitter est profondément malade, quoi. Troisième sujet cette semaine, alors il y a quelques mois, vous vous en souvenez certainement, nous faisions une émission avec Stéphane Ancel autour du phénomène Hanouna et du poids que Cyril Hanouna avait pris dans la télé française et dans la bouffonnerie française. Il se trouve qu'il y a eu une nouvelle séquence avec Louis Boyard, un député de la France Insoumise. On peut vous y renvoyer, mais il y a aussi eu Raquel Garrido, ancienne chroniqueuse à TPMP de l'émission de Cyril Hanouna, qui a invité des Gilets jaunes qui avaient été aussi invités sur le plateau de Cyril Hanouna. Est-ce que tu peux nous en parler, Rudy, ces Gilets jaunes à l'Assemblée nationale, et leur profil, notamment pour certains d'entre eux qui étaient particulier, on va dire. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était lundi dernier, lundi 7 novembre. Donc Raquel Garrido, députée, avocate, bien connue, pilier, figure de la France Insoumise, qui, pour accompagner le lancement
d'une commission, si j'ai bien compris, lancer une commission d'enquête sur les violences et les victimes autour des Gilets jaunes, tout à fait, des Gilets jaunes, est venu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale avec 4 Gilets jaunes. Et sur ces 4-là, il y en a 2 qu'on connaît bien. Le premier, c'est Jérôme Rodriguez. Et Jérôme Rodriguez était illustré par des propos... Encore une fois, notre prisme, c'est le complotisme. Ouais. Il se trouve que Jérôme Rodriguez, oui, il a tenu des propos complotistes, évoquant des camps de concentration qui seraient cachés comme ça dans le nord de Paris. Enfin, il a tenu ce genre de propos. On avait fait un article à un moment, au sujet d'un bus scolaire qui s'était retrouvé sur une place, je crois, place Pereire, dans le 17e, quelque chose comme ça, un samedi, un jour de mobilisation Gilets jaunes. À l'intérieur de ce bus, il y avait En fait, c'est un bus scolaire d'une école juive qui avait été laissé là. À l'intérieur, ils avaient retrouvé des papiers écrits en hébreu, avec des choses écrites en hébreu. Et il avait fait une vidéo pour dire que le gouvernement était en train d'essayer de piéger les Gilets jaunes, d'exciter à l'antisémitisme pour que ça se retourne ensuite contre les Gilets jaunes. Enfin, une thèse complètement saugrenue et très douteuse. Donc là aussi, j'envoie ceux qui nous écoutent à ce qu'on avait fait à l'époque là-dessus. Donc ça, c'est pour Jérôme Rodriguez. Et puis, il y a un deuxième personnage qu'on connaît un petit peu, c'est John Barlou. Un type s'appelle Hervé, son pseudo sur les réseaux sociaux, c'est John Barlou. Et John Barlou, c'est le grand comparse d'un autre qu'on connaît aussi, qui s'appelle Mike Rambeau. Et les deux s'étaient retrouvés au bal des quenelles de Dieudonné en 2019. Les noms sont formidables. Bon, après, ils ont le droit d'avoir des pseudos. Mais c'est pas ce que je reproche le plus. Je reproche le plus, c'est plutôt... Moi oui, mais c'est le côté artiste qui est pas voilà, chacun son truc. Non, c'est plutôt d'avoir animé en partie le bal des quenelles. Ils avaient fait un sketch dont ils avaient, je crois, ils s'étaient nommés pour recevoir une quenelle d'or, quand même. Et puis ils avaient fait une vidéo avec Dieudonné aussi. Donc là, on est en 2019. Et puis, voilà, on dit, c'est quand même problématique parce que, par ailleurs, le fameux John Barlou n'a pas laissé entendre sur les réseaux, depuis, qu'il s'était désolidarisé de Dieudonné. On a bien cherché, on n'a pas trouvé un contenu, un seul texte, une seule vidéo où il se désolidarise. Ce qu'on a retrouvé en revanche, c'est une vidéo d'octobre 2020, où il se dit fan de Dieudonné, sans prendre absolument la moindre, sans aucune réserve. La distance, les réserves. Ouais. Voilà, il dit pas du tout, Dieudonné, on peut aimer l'humoriste, mais l'homme politique, j'aime un peu moins. Pas du tout, il dit, moi je suis un fan de Dieudonné, on me l'a reproché, donc voilà, et en fait, ce que nous dit Raquel Garrido, ce qu'elle nous a répondu sur Twitter, c'est, circuler, rien à voir, il a dit qu'il regrettait, ou, je sais pas, et donc, c'est pas un sujet, arrêtez de lui chercher les poux dans la tête. Je suis désolé, mais c'est un problème. Encore une fois, on n'a pas trouvé d'endroit, de contenu, où il était clair sur cette question-là. Et mieux, elle a le toupet de le présenter comme quelqu'un qui lutte contre le complotisme, contre l'antisémitisme et le racisme. Ouais, voilà, il suffit pas juste de le dire. Tu voulais réagir dessus ? Non, mais je disais que c'était, c'est ne pas avoir... Donc là, en l'occurrence, Raquel Garrido balayait d'un revers de la main ça, alors que clairement, il avait défendu Dieudonné. La dernière fois qu'il s'est réclamé publiquement Dieudonné, c'est en octobre 2020. Et c'était à peu près un an après avoir fait une vidéo avec lui. Mais sans penser mesurer, sans dire j'aime la bonhomie théâtrale. Il dit moi j'aime l'homme et on me l'a reproché, donc je peux pas parler à telle projection de film. Et donc voilà, en gros, je suis droit dans mes bottes. Moi, j'ai toujours dit que Dieudonné était... mais ça, encore une fois, c'est le comédien qui parle. Je pense qu'il est parti totalement... il a été récupéré, il est parti totalement... il a vrillé. Mais je pense que c'est la puissance nucléaire de l'humour, si tu veux. Donc, je trouve... moi, en tout cas, j'aime beaucoup son talent. Et je trouve qu'avec la puissance nucléaire, soit tu fabriques une bombe atomique, soit tu éclaires toute une ville. Il a choisi son camp. Mais moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Moi, j'ai toujours trouvé super drôle. C'est pas compliqué. Et c'est clairement un humoriste. C'est une arme blanche. Encore qu'il tu peux t'en servir pour cuisiner ou pour poignarder. Alors après, ces dernières années, un peu moins drôle, franchement. Voilà. Mais moi, j'étais un fan de Dieudonné, même un peu jusqu'à assez tardivement. Oui, pareil. Mais voilà. Alors moi, les amis... Il me faisait rire avant, oui, comme tout le monde. Je me demande à quel point c'est pas une idée reçue, ça. À quel point c'est pas un mythe, le côté, c'est le plus grand comique de notre génération. Il y a plein de bons comiques. Alors, Dieudonné est un bon comique. Au-delà de son côté antisémite, oui. Mais, je veux dire, il y en a plein d'autres, en fait. L'idée qu'il serait au-dessus de tous, qu'il les surclasserait tous... Je pense qu'il a fait école, ça c'est vrai. Je pense qu'il a inspiré des comiques, c'est vrai aussi. Je pense qu'il n'est pas le seul. Voilà, c'est le seul bémol. Voilà.
Après, c'est les goûts, les couleurs. Oui, non, mais je suis assez d'accord avec vous deux. Et je pense qu'il y a un petit côté junk food aussi. C'est-à-dire que moi, je dis la vérité, je continue. Alors, je ne donne pas d'argent, donc je n'achète rien. Mais pour savoir un peu de quoi ça parle, etc., parce que s'il faut critiquer, il faut bien savoir, je regarde ce qu'il produit encore aujourd'hui. Je pense que c'est votre responsabilité aussi. Oui, on regarde aussi. Voilà. Et donc, il y a des trucs où, parlons même pas d'antisémitisme, parlons d'un truc beaucoup plus, on va dire, simple, le complot lunaire. Je pense, si on parle d'antisémitisme, on va se dire, oui, mais alors, c'est pas... Non. Le complot lunaire, je pense que tout le monde ici, vous êtes persuadé que je pense qu'on est allé sur la Lune. Son sketch où il interprète un complotiste me fait mourir de rire. Cette espèce de bonhomme de français moyen ultra crépidarianiste. Mais il y a combien de temps son sketch? C'était il y a 2 spectacles, je crois. Ah oui, donc il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et pourtant, c'est-à-dire les mimiques qu'il a et tout, moi, elles me font me pisser dessus. Et le fond est là, et je me dis, et les gens applaudissent. Et là, c'est là où c'est là où il y a la débandade, c'est que les gens applaudissent. Je fais, ah putain, ça c'est grave par contre. Et c'est ça le truc. Parce que c'est ça qui arrive. C'est ça, c'est que c'est devenu commercial et on voit que son public sont les vrais antisémites de l'histoire et qui drainent ça. Et d'ailleurs, dans sa scénographie, sur l'évolution de ses spectacles, sur la fin, on s'aperçoit que la scénographie est toujours la même. Il y a un pupitre au milieu. En fait, c'est un meeting. C'est plus vraiment une pièce de théâtre. C'est un meeting, quoi. Donc ça, c'est ce qui me fait vraiment des sueurs froides quand je vois une capta de ce mec-là aujourd'hui, quoi. Eh bien, nous allons rentrer dans la deuxième partie de l'émission avec toi, Clément. Hein. Donc, je le disais, tu es mentaliste, auteur des Maîtres de l'imposture et d'un film de riposte à hold-up que tu as intitulé Fake Up, dans lequel tu démontes toutes les théories du complot autour du film, et notamment la façon dont le professeur Raoult a été l'une des coqueluches un peu des anti-vax et des des covido-complotistes, on va dire, pendant toute la séquence. Déjà, première question que je voulais te poser, c'est quoi être un mentaliste ? Ah c'est une bonne question. C'est la question qu'on me pose. J'ai clin d'œil à mon ami Fabien Olicard qui disait c'est cool parce qu'avant la série personne ne savait ce que c'était, depuis la série personne ne sait ce que c'est. Alors moi je prends une définition qui est la mienne parce que malheureusement voilà. Alors on est tous en train de s'auto-satisfaire intellectuellement les mentalistes en disant on a tous notre définition. Je pense qu'il n'y en a qu'une, c'est celle du public. C'est un illusionniste psychologique. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va mélanger la magie, un peu de science, de la mémoire parfois, de l'hypnose parfois, pour donner l'illusion de lire dans les pensées, de faire des miracles qui sont plus paranormaux que couper une femme en deux. On va plus être sur les choses, la télékinésie, la lecture de pensée, télépathie, ce genre de choses. Et donc, oui, c'est une espèce... À la fois, la magie est un outil du mentalisme, à la fois, le mentalisme est une sorte de branche de magie. Donc, c'est un peu... c'est abscon. Et alors, deuxième question, qu'est-ce qui conduit un mentaliste à aller s'intéresser finalement à Hold Up, aux théories du complot autour du Covid, et à même finalement créer un film avec une approche journalistique et en même temps artistique assez comique même parfois, tu utilises l'humour pour justement faire passer des messages, ainsi de suite. Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à aller là-dessus et à faire ce fake-up ? J'ai été confronté au mensonge et à la manipulation très longtemps durant mon adolescence, dans les sphères privées. Et puis, c'est quelque chose que j'ai en sainte horreur aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce qu'on me reproche parfois, d'être un peu grande gueule et d'être un peu entier. Et je déteste l'hypocrisie et le mensonge et la lâcheté d'une manière générale. Et en l'occurrence, là, on va plutôt parler du coup du background qui a fait que je suis devenu... Voilà. C'est aux alentours de 2014-2015. En 2013, je découvre le mentalisme. Et moi, je faisais pas de magie professionnelle, mais j'en ai fait étant petit, comme beaucoup, 3-4 tours de cartes. Vous avez eu des coffrets de magie, vous aussi ? Ouais. D'accord. Bon, j'en ai fait quelque chose. Et donc, du coup, vraiment à 90% des enfants qui la reçoivent. Non, mais voilà, je faisais 4-5 tours de cartes et je voulais plus m'orienter dans le théâtre. Et quand arrive donc cet âge préadulte au lycée, je m'intéresse à beaucoup de choses. Je découvre donc Darren Brown, qui est pour moi le plus grand mentaliste, même le plus grand illusionniste de tous les temps, qui est britannique. J'ai la chance d'être son contemporain, donc j'ai pu le voir sur scène. Dans 100 ans, il y en a qui le regretteront, comme on regrette aujourd'hui de ne pas avoir pu voir Houdini. Et donc du coup, j'ai tout simplement vu la manière dont il faisait pour lui-même être, on va dire, un cartésien, un sceptique là-dessus. Donc ça m'a pas mal inspiré, et en même temps j'ai découvert le travail de Michael Moore, mais entre les deux, entre ma découverte de la zététique, du travail un peu journalistique, des choses, de machin, et Darren Brown, je me suis amouraché d'une nana qui était assez extrême droite. Et moi j'avais fait une campagne des municipales pour une liste gauche unie, et au détour de je sais pas trop quoi, on se croise, on n'est pas d'accord, on débat. Et en fait, ça a bien marché entre nous, ailleurs que politiquement. Et on est sortis ensemble quelques temps. Et en fait, quand on a une plasticité d'idées
à cet âge-là assez vaste, on peut très vite basculer d'un camp à l'autre, quoi. Et elle a failli me convaincre de ces conneries. Et c'est en partie vous que j'ai découvert à cette époque-là. Et donc je tiens à le dire, puisque je suis ultra flatté d'être là aujourd'hui, parce que M. Reichstadt, M. Mendes France sont, entre autres, des gens qui m'ont empêché de devenir, c'est la seule fois où je serai un peu vulgaire, mais un salopard, clairement. Donc voilà, donc merci pour ça déjà. Franchement, sympa, je savais pas, et franchement, mais voilà, non mais c'est vrai, vous faites partie des gens qui m'ont dépollué d'éventuellement des idées que j'aurais pu développer d'extrême droite, même si fatalement j'ai jamais été pro ça, quoi. Et donc tu n'es plus avec elle. Et je ne suis plus avec elle depuis des années, bien évidemment. Et elle s'est vraiment radicalisée après. Je n'ai pas du tout de contact, mais un pote m'a dit d'un pote qui lui a dit que, donc la source est directe, que c'était niveau QAnon, anti-vax, etc. Ouais. C'est la vie. Hein. Alors pour cette réalisation sur Hold Up, alors pourquoi cette focale sur Hold Up? Pourquoi est-ce que tu as voulu faire un truc sur Hold Up en particulier? Eh bien, parce que le sujet me plaisait beaucoup. Moi, je sortais d'un documentaire sur l'affaire Stéphane Bourgoin, où j'avais relayé les travaux d'une enquêtrice anonyme sous forme de film. La forme avait séduit. Et en fait, quand j'ai vu ce documentaire arriver, j'ai vu le truc, j'ai dit waouh. Et en fait, quand t'as vu Hold Up, parenthèse. Stéphane Bourgoin, c'est ce mythomane qui expliquait qu'il avait interviewé tous les grands serial killers, c'est ça monde. Voilà, c'était complètement faux. Tout était faux. Tout était absolument faux. Et donc en fait, quand je suis tombé sur Hold Up, j'ai dit mais what the fuck, c'est quand même incroyable comme documentaire. Enfin surtout il y a des gens qui y croient, donc je vais voir un peu les commentaires, je vois le pognon qu'ils ont ramassé. Et je vois un peu comment c'est réalisé, et je me dis l'exercice de réalisation, de faire un truc un peu dans la même veine, à ma sauce à moi, parce qu'on retrouve quand même beaucoup de métiques de réalisation, les hits au noir, etc. Bon, quand on voit un petit peu le truc, je me suis dit ça peut être intéressant de le faire version façon Opération Lune, quoi, se servir des armes du truc pour voilà. Et donc c'est un projet que j'ai annoncé, et suite à des difficultés personnelles, de santé, financière, etc. Le projet a duré 2 ans, alors qu'il devait sortir sous 6 mois. Donc il sort aujourd'hui, et c'est même mieux, ça permet de prendre davantage de recul sur la pandémie. Bah oui, parce que oui, absolument, oui. Parce que c'est vrai que j'ai presque l'impression que les gens ont un peu oublié Hold Up. Hein. C'était ce moment où tout le monde a absolument halluciné de voir cet ovni apparaître là sur le champ médiatique. Mais c'est vrai que de revenir dessus, je trouve, un ou 2 ans après, à froid, bah, ça permet quand même de rappeler, surtout qu'on retrouve dedans des figures qu'on voit encore aujourd'hui et qui aimeraient peut-être pour certains d'entre eux se faire oublier un peu, mais bon, ils étaient dedans, il ne faut pas oublier ça. Et puis ils ont bien évolué aussi, hein, pour certains d'entre eux, beaucoup plus loin. Ouais. Tu as cité Opération Lune, c'est le documentaire, c'est comme ça qu'il l'appelait, de William Carell, qui à partir d'authentiques rush, d'interviews de gens très importants, a fait passer l'idée fausse, complotiste, selon laquelle c'est Stanley Kubrick qui aurait réalisé les images du premier pas de l'homme sur la Lune, etc. Mais en mettant un peu comme le petit poussé, des petits cailloux blancs, et de plus en plus de cailloux blancs à mesure qu'on s'approche de la fin du film. Et je crois que le générique de fin, c'est même un bêtisier, quoi. Oui, c'est ça. Sauf que diffusé, je crois, en 2004 pour la première fois sur Arte de mémoire. Si on n'a pas le contexte, si on n'a pas le propos liminaire au tout début, avant la diffusion, on peut très facilement tomber dedans, se faire piéger de ça. Toi, avec Fake Up, t'as pas fait un documentaire. C'est pas exactement ça. Non. Ah non, c'est pas un canular qui a des... Je me servais des outils des films construits pour la forme. Cela dit, j'ai volontairement glissé dans les 3 parties de Fake Up quelques erreurs. Volontairement, afin que les gens puissent, et si vous les avez pas vus, c'est que ça passe bien dans le truc. Et donc c'est des tout petits trucs qui ne gênent pas la compréhension du film et qui ne font pas adhérer à une fausse thèse. Mais ça permet aussi aux gens qui sont dans mon camp de leur dire, alors il y a des gens qui vont dire oui, c'est une astuce ça, a posteriori pour dire regardez, si on trouve n'importe quelle erreur, on dit elle était prévue. Non, pas du tout. On est tenté de le vancer. On est tenté. Oui, mais c'est tout sauf douteux. Mais pour le coup, non, il y a des vraies erreurs qui ont été mises sciemment. Les gens dévoilent une. Mais après, c'est des erreurs qui sont, il y a des volontés, et puis là par exemple le tout début du film en fait commence par mon point de vue, c'est-à-dire que je commence, alors c'est encore une fois c'est un clin d'œil à Michael Moore pour le coup, parce que je commence par est-ce que tout ceci est en fait un mauvais rêve, vous l'avez vu la référence, ça me fait plaisir, et donc du coup le truc commence, et par exemple je me rappelle moi un peu comment j'ai vécu le début de la Covid, et comme c'était il y a 2 ans, etc., je me rappelle que les métros étaient bondés, etc. Bon, ils ne l'étaient plus depuis des semaines à la date en question, et on voit clairement un test sanguin qui est fait en date du 16 mars 2020, les tests sanguins n'existaient pas le 16 mars 2020, donc des fois c'est des petits footages, des petits trucs volontaires
volontairement, voilà. Mais bon, ça c'est très minime. Il y a des vrais, ça c'est dans les parties qui vont suivre. Je vais pas spoiler, mais il y a des, spoiler, oui. Voilà, mais il y a des choses qui vont en tout cas, qui vont être fausses volontairement, mais qui permettent aux gens. Et on m'a fait des remontées, donc ça me fait plaisir, des gens qui vérifient vraiment les choses, puisque la morale en fait, à la fin de la troisième partie, la morale c'est de dire au tout début, je disais qu'une phrase fausse dans un documentaire suffit à faire valider l'intégralité du documentaire. Alors voilà, dans la partie 1, cette phrase est fausse, dans la partie 2, cette phrase est fausse, dans la partie 3, elle est fausse, vérifiez tout ce que je vous dis. Et ça se termine comme ça. Voilà. Là, tu nous as fait un gros spoil. Ouais. Mais on ne s'est pas diffusé avant juin, on est d'accord. Non. C'est pas une émission d'actualité. Dis-moi alors, quels sont, alors, dans Hold Up, pour toi, peut-être les trucs qui t'ont le plus marqué, sur lesquels d'ailleurs tu as focalisé sur ton docu. Tu t'es dit, voilà, franchement, il y a 2-3 points, franchement, sur lesquels je veux vraiment revenir. Il y a l'événement de répétition, j'ai oublié le nom de cet événement, parce que j'ai monté ces séquences il y a un peu longtemps. Event 200. Event 200. Ouais. 201. 200 quoi 1, je crois. 1, c'est ça. Oui, c'était ça. Cet événement, moi, ça m'a... Pas une répétition, c'est un exercice. C'est un exercice. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si je prenais n'importe quel... C'est comme si un exercice d'évacuation au World Trade Center aurait prévu le 11 septembre. C'est aussi délirant que ça. C'est une thèse qu'ils n'ont même pas avancée eux-mêmes à l'époque du 11 septembre. Regardez, il y a eu un exercice d'incendie il y a 15 jours. Oui, non, mais c'est débile. Et donc là, le faire sur un truc comme ça, le fait que ce soit cru vraiment et que ce soit avancé par des gens qui ont... Parce qu'en plus, j'ai débattu énormément du coup avec depuis que j'ai annoncé le film, ma boîte mail est criblée et donc toutes les semaines... Et de temps en temps, j'ai pris la peine, quand j'avais un peu de temps libre ou quoi, de téléphoner vraiment à des complotistes qui me donnent laissé leur numéro, débattre. Alors on appelle masqué parce que voilà, mais de débattre un peu. Et c'est par des gens dont je sens sensiblement un quotient intellectuel un peu élevé. On me sort cet argument-là comme quelque chose vraiment de... c'est quand même troublant. Non, c'est comme si les météorologues avaient une influence sur le temps, quoi. C'est quand même incroyable. Il y a beaucoup il y a tout un passage sur le professeur Raoult. Qu'est-ce qui t'a interpellé justement dans la façon dont il a été mis en avant sur le devant de la scène, et ensuite ce que toi tu démontes justement derrière? Alors moi je me rappelle de la toute première intervention qu'il a faite. Donc il est sur l'amphithéâtre de l'IHU et il dit c'est l'infection respiratoire la plus facile à traiter. Et donc ça a été repris sur BFM avec potentiellement un traitement machin. Et moi étant à Marseille, j'ai un petit pied dans le monde universitaire marseillais, j'ai 2-3 entrées. Donc je passe un peu des coups de téléphone parce que moi je ne connais pas Didier Raoult comme beaucoup de monde à ce moment-là. Et donc il y a des gens qui me disent non mais là ça, écoute, je sais pas jusqu'où il va aller mais ça va foutre la merde parce que ce mec là, sa chloroquine, il nous l'a refilé au virus Q, il nous l'a refilé à la H1N1, au machin. Et donc il me faut un petit peu le truc, il me dit écoute c'est un adepte de la fast publication et tout, je sais pas si t'as vu les études sur lesquelles il se base, c'est des préprints chinois, c'est pas sérieux, etc. Enfin c'est pas sérieux, c'est dissymétrique d'alerter le monde à ce point-là pour un truc dont on n'est pas sûr. Ça aurait pu, mais c'est voilà. Mais c'est quoi au départ? C'est un réflexe citoyen, tu dis j'ai passé 2-3 coups de fil, c'est parce que tu te dis tiens peut-être qu'il a raison, c'est un réflexe citoyen. C'est un réflexe, oui, d'un citoyen qui veut se renseigner un peu bien. Et très vite, du coup, moi, comme j'ai une petite audience, je fais un post Instagram que j'ai supprimé depuis parce qu'il était déferlant de haine. Un tout petit post Instagram où je dis, donc je prends une photo de Raoult, je crois, et je dis bon voilà, faites attention quand même, avant de vous jeter sur des Plaquenil dans votre pharmacie, avant d'aller en acheter pour faire des stocks. On n'est pas sûr, ce mec-là, c'est un adepte de la publication entre potes dans des revues. Voilà, bon. Je poste ça, et là, je me suis aperçu de l'émotion qu'avaient les Français, mais en 24 heures, quoi. C'est-à-dire qu'ils connaissaient Raoult depuis 48 heures, et j'avais reçu des « mais vous êtes qui? Vous n'êtes pas scientifique ?» Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est la même méthode qui m'ont permis à ces gens-là de découvrir mon travail. C'est-à-dire quand j'ai débunké un médium, quand j'ai débunké Stéphane Bourgoin, c'est la même méthode de travail. Donc, quand je débunk ce qui ne va pas dans le sens de leur croyance, ça va, mais quand je débunk ce qui va dans le sens de leur croyance, ça va moins. Et donc j'ai reçu, et là je me suis aperçu de la passion et du personnage médiatique qui était en train de naître 48 heures après sa première intervention, et une semaine après j'ai compris qu'on allait en bouffer 6 mois de la chloroquine alors qu'il y avait de grandes chances que ce soit une connerie. Mais d'ailleurs suite à son premier volet que tu as publié, tu as subi des pressions, du harcèlement, des attaques Et juste tant que j'y pense, je réponds juste après par rapport à ça. Ce qui était très intéressant aussi, BFM, c'est Étienne Klein qui annonçait ce truc récemment et ça m'avait marqué. Quand Raoult a annoncé sa chloroquine, 1 semaine ou 2 semaines plus tard, il y avait un sondage. Selon vous, le traitement du professeur Raoult est-il efficace? Sondage IFOP parisien. Sondage IFOP parisien. Il n'y avait que 5% des Français qui ne se prononçaient pas. Alors que la science n'avait pas la réponse. Je crois que c'était plus que 5%. Mais oui, il y en avait 5-7 quoi, mais il n'y avait pas beaucoup. Moins de 10, je crois. Il faudra que je vais retrouver ça. Il me semble que c'était moins de 10%. Mais en tout cas, le sondage en lui-même,
franchement, c'est Il pas... y a tout le temps des sondages comme ça. Oui, mais enfin, une question... C'est une question d'opinion sur l'efficacité d'un traitement. Bah oui, c'est un risque éditorial. Je sais pas qui est derrière. Le Parisien qui avait commandé. C'est pas une initiative extraordinaire. Si on le disait sur des thématiques de défaillance électronique, par exemple, beaucoup plus pragmatiques, selon vous, votre iPhone peut-il exploser durant un appel ? Oui, non, ne vous prononcez pas. Personne ne répondra à ce sondage. Il faut appeler Apple directement. C'est logique. Bref. Et donc les réactions. Les réactions. Oui, très violentes, très virulentes. Menace de mort, menace de Nuremberg 2. Il y a des gens qui m'ont prêté des appartenances juives que je n'avais pas. Donc je ne m'appelle pas Clément Frezovitch, ça n'a pas été raccourci. Je vous assure que c'est vrai. Il y a des gens qui ont inventé ça. C'est bien de le dire, oui. Il faut que tu voilà. Donc je peux pas tout faire non plus. Et non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'était délirant. Et puis c'est encore. Alors ça s'est calmé. Ça fait faire un mois qu'il est sorti, c'est calmé. Ouais. Mais il y a eu, et paradoxalement, il y a eu beaucoup de soutien aussi, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Et je m'attendais à ce que le film marche moins que ce qu'il a marché. Je me suis dit, si on atteint en un mois les 100 000 vues, c'est le bout du monde. Parce que, comme tu disais, le film a 2 ans, la pandémie est un peu finie, l'actualité est à l'Ukraine, etc. Et puis, de surcroît, j'avais mis un petit preview avec les quelques premières minutes d'introduction qui n'avait pas très bien marché, mais je l'avais sorti à Noël, donc c'était peut-être pour ça que ça avait l'algorithme après YouTube, je sais pas trop. Donc là, j'ai un petit peu teasé le machin, on a fait 250 000 vues en quasiment 3 semaines, ce qui est pas mal pour une chaîne qui a rien publié depuis 2 ans, qui a moins de 100 000 abonnés. Et donc du coup ça m'encourage énormément, donc les 2 autres parties devraient être postées d'ici la fin de l'année. Et voilà, mais donc beaucoup de soutien, beaucoup de mauvaises réactions aussi. Que tu as fait de manière bénévole, entre guillemets, si j'ose dire. Oui. C'est vraiment, pas de crowdfunding. Moi, je suis assez adepte c'est mon côté saltimbanque des premières heures, c'est vous payer au chapeau, quoi. Donc c'est en gros, je fais le film et ceux qui ont les moyens de mettre 500 balles mettront pour ceux qui n'ont pas les moyens d'en mettre 5, quoi. Côté un peu éducation populaire comme ça. Je suis pas encore rentré dans mes frais totalement, mais à 75%, quoi. Donc ça. En tout cas, c'est bien qu'il y ait quand même une traction, parce que 250 000 vues quand même sur une vidéo comme ça qui enfin. Avec une bonne rétention d'audience surtout, c'est-à-dire qu'on perd pas beaucoup d'audience sur la s'arrête pas sur la première seconde. Et ça, c'est plutôt rare, j'ai envie de dire, hein, parce que dans l'ensemble, les vidéos qui sont des vidéos un peu de debunking en général font pas le millième de l'audience que font les vidéos qui, elles, véhiculent des théories conspi. Et ça, c'est absolument désolant. Donc c'est bien qu'il y ait quand même au moins une petite respiration à ce niveau-là. Hold Up, c'est autour de 6 millions de vues. Oui, c'est ça. Parce qu'on est quand même sur des chiffres qui sont spectaculaires. Et aussi sur les fonds levés. Encore une fois, ils ont réussi quand même à monter leur business plan en montant plusieurs centaines de milliers d'euros en amont du docu. Ce qui, moi, toujours me désole énormément. Et je trouve qu'il y a quand même... On n'est pas à armes égales. Et que des initiatives comme la tienne, elles sont rares. Il n'y en a pas des masses qui font 250 000 vues sur une vidéo debunking. En gros, un contre Hold Up devrait faire 6 millions de vues, quoi. Voilà, dans mes rêves. Hein, voilà. Dans les miens aussi, mais c'est pour ça que j'essaie de passer par le prisme de l'émotion. C'est pour ça. Alors ça, c'est des débats après très pas des débats de spécialistes parce que je suis pas un spécialiste, mais c'est des chapelles. Et ça fait jaser parfois que je passe par le prisme de l'émotion pour prêcher la raison et pas passer par le prisme de la raison. C'est une des réponses. Et moi, je pense peut pas être la réponse exclusive. Mais voilà, ça peut pas être la seule, mais il faut qu'elle existe. Je prends un exemple tout bête. J'ai déconverti ma grand-mère de l'homéopathie avec le sketch de Jérémy Ferrari sur l'homéopathie qui est excellent, qu'il avait avant ça j'avais montré des documentaires avec Henri Brock, des vidéos de la Tronchambier, de mes amis de la Tronchambier, etc. Il y a quasiment aucune réaction. C'est un sketch qu'il a. Et c'est un sketch parce que ça passe par le rire et qu'effectivement on s'aperçoit de la débilité qu'est cette thérapie et on se dit ah tiens. Et donc je pense que c'est ce truc là qui peut marcher pour du complotisme. Tu disais qu'on ne jouait pas à armes égales, on ne joue pas à émotions égales non plus. Et puis après, il y a le temps aussi de... Si je dois vous dire, avec un ersatz de preuve, un vaccin, ROR peut causer la mort subite du nourrisson. Regardez, j'ai une notice de vaccin, je ne peux pas faire plus officiel. Il y a écrit effet secondaire, mort subite du nourrisson. Même un mec qui n'est pas capable de comprendre comment les notices sont fabriquées, qu'en fait il faut 10 000 bébés, que s'il y en a un seul qui meurt, mais qui serait mort sans le vaccin, le laboratoire a l'obligation de le mettre patin coup fin. Si jamais ça peut séduire quelqu'un qui est intelligent parce qu'effectivement la preuve est dingue, quoi, sous les yeux. Donc ça c'est on joue pas à armes égales. La rapidité, expliquer comment est foutue une notice médicamenteuse, c'est 20 fois plus long que quand montrer une avec un effet secondaire. Wad Bandolini. Wad Bandolini, bien sûr. Mais je pense que l'humour aussi. Que j'explique dans le film. Je pense qu'à la fois l'humour est probablement l'affect pour une partie de ceux qui ont basculé, notamment quand on est dans une cellule familiale, qu'on a des relations affectives avec des gens, des proches notamment, je pense qu'effectivement c'est une des armes.
employable pour essayer de récupérer quelqu'un qui a basculé dans le complotisme, que effectivement l'argument de la raison n'est pas toujours efficace. Il faut absolument faire il faut tout tenter. Mais je pense qu'effectivement, ce côté un peu humour, distance, dérision peut avoir effectivement un rôle significatif dans la bascule de gens qui ont basculé aussi pour des raisons émotives. Donc, est-ce que pour se défaire d'une relation affective à un sujet, est-ce qu'il ne faut pas jouer effectivement l'affect pour essayer d'en sortir? Dans certains cas, je fais toujours très attention, c'est toujours dans certains cas. Sur les thématiques qui sont beaucoup moins politiques, entre guillemets, qui sont beaucoup plus spirituelles, que j'aborde par exemple dans mon spectacle où je reproduis une séance de médium en 1921, il y a des gens qui viennent me voir qui croyaient au médium, qui repartent sans y croire et qui m'envoient des lettres. Et en fait, pareil sur mes vidéos, etc. Et il y a des gens qui à la fin veulent me prendre dans leurs bras. Et ils ont pleuré alors que je l'ai expliqué de manière explicite à la fin du spectacle que je n'ai pas de pouvoir, que je ne fais rien de tout ça, que j'en donne l'illusion. Et ces gens-là sont quand même véritablement émus par une illusion. Et donc c'est un processus qui est très intéressant. Moi-même, encore une fois, je suis en étude permanente avec ce spectacle. Quand on va voir un film de cinéma, on est ému par des illusions. Voilà. Et je pense qu'on a trop tendance à mettre une frontière entre la science et la spiritualité. Alors que, pareil, entre l'artistique et la science, alors qu'on a tu vois, les plus grands, les De Vinci, c'était les grands spirituels, ces grands inventeurs, il a peint la Joconde, puis il joue du violon, ce que je veux dire. Voilà, ce genre de truc qui à mon sens, est important. Je suis pas De Vinci, mais c'est important du tout, pas même de loin. Mais je suis florentin, mais ça s'arrête là. Il faut juste, je pense, essayer de rassembler plutôt que de diviser. Et on ne peut pas aller vers un complotiste, à mon sens, en lui disant tu as tort, de base, parce que la vérité, elle est là. Il faut lui dire je pense que tu es en colère, et je pense que ta colère te fait pas voir... mais c'est terriblement dur à faire, mais je sais que Fake Up, et je reçois des messages toutes les semaines, et voire même tous les jours, en fait, de déconversion. Il y a des gens qui m'ont dit j'ai ouvert les yeux grâce à ton film. Ouais. Et là, tu parles de gens qui sont des croyants, qui sont tombés là-dedans, qui sont dans l'illusion, quoi. Ouais. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les prescripteurs, c'est plutôt les influenceurs, c'est plutôt les manipulateurs, alors, pour les réalisateurs. Il y a des médiums qui ont fermé leurs activités grâce à moi. Pour de vrai, il y a des spirites qui veulent débattre avec moi des tas de fois, qui me disent mais alors moi, du coup, en fait, je suis juste intuitive sur les gens, Par contre, pour les complotistes, non. Je voulais que Xavier Azalbert me dise non, je vais fermer France Soir, finalement, t'as raison. Il n'a pas fait. Donc non. Et alors tout à l'heure on parlait de la loi de Bandolini et cette façon qui est compliquée de débunker, c'est plus long que la symétrie. La symétrie, voilà. Alors je crois que Rudy, tu voulais nous parler un peu de Christian Perron et de cette asymétrie justement avec Christian Perron. Non mais parce qu'on en parlait avant l'émission, en fait, Christian Perron, qui a été provisoirement, en tout cas, blanchi par ses pairs, même si l'Ordre national des médecins a fait appel, une partie de ses pairs, est passé dans l'émission d'Éric Morillo, Les Incorrectibles, il y a 2 semaines de ça à peu près. Éric Morillo, on publie aujourd'hui un papier sur lui. Il a repris l'émission phare de TV Liberté, cette chaîne d'extrême droite sur le web, et une émission qui s'appelle Bistro Liberté. Mais, voilà. Et dans Les Incorrectibles... C'est un ancien de Sud Radio, C'est un ancien de Sud Radio, il passait sur CNews un petit peu aussi. Bon. Et il a reçu Perron. Perron tient un discours hallucinant de complotisme, il parle de complot mondial, enfin c'est... Voilà. Et à un moment, il parle de nous, On a fabriqué un virus, on a fabriqué un vaccin, ça fait tout un tas de trucs. Bon, mais c'est ce qu'il dit depuis des mois, en réalité. Et puis, à un moment, il parle de Conspiracy Watch en expliquant que nous, on ne s'intéresse pas aux faits. On ne s'intéresse pas aux arguments, aux documents, etc. Et donc, moi, je vois ça un soir, je me dis, c'est pas possible. Il y a quelques jours, je l'ai entendu sur Sud Radio, au micro d'André Berkoff, dire n'importe quoi. Donc, je me reprends ce que j'avais écouté, et une séquence qui dure 1 minute, que j'ai isolé parce que c'était un bon exemple de loi de Bandolini. C'est-à-dire qu'en 1 minute, il dit n'importe quoi à propos de documents internes de Pfizer qui montreraient une étude avec 28 femmes enceintes et 27 d'entre elles auraient fait une fausse couche suite au vaccin. C'est des hamsters femelles cette fois-ci ou c'est des vraies femmes enceintes? Il parle de vraies femmes. Donc, je me rappelais avoir vu un truc là-dessus. En fait, ça a été débunké depuis des mois par l'AFP Factuel notamment, mais surtout, j'ai retrouvé le document en question. En fait, l'étude porte sur plus de 42 000, je crois, personnes vaccinées, et sur cet échantillon-là, on a 270 femmes enceintes vaccinées avec le vaccin de Pfizer et 28
27 qui font une fausse couche, 28 avec une mort, un décès néonatal. néonatal. Donc, ça fait à peu près 10%. Et c'est le taux de fausse couche qu'on a en moyenne. Donc, y a rien. Et ce qui est fou, c'est qu'il dit ça avec un aplomb en disant « Mais c'est pas moi qui le dis, allez voir les documents de Pfizer. » Bon. Donc, il se trompe. Si tu chopes le PDF que tu fais F3 28 femme enceinte, tu tombes sur la bonne ligne. Ouais. Voilà. Donc, putain, c'est vrai, il dit vrai. Voilà. Donc moi, ça m'a pris à peu près 1h30, 2 heures, une petite soirée, de répondre à une minute, par les faits, par les documents. J'ai mis tout, quoi. Ouais. Et là... il ne se passe rien. Au contraire, on a Eric Morillo qui se moque de nous. En disant non, mais comme si c'était l'essentiel du propos de Perron. Mais le propos de Perron, pour le débunker, il faudrait des semaines. Et de toute façon, ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. Voilà. Mais alors... tu as fait ça, autant pour moi, tu as fait ça avec déjà un bagage en plus, tu sais rechercher. Ouais. Oui, à peu près. À peu près, oui. Ce qui n'est pas le cas moi, si je suis sûr que si je tape vaccin Pfizer, 28 femmes enceintes, je tombe sur François en premier lieu ou en deuxième. Non, tu vas tomber sur des blogs conspi qu'il y avait à l'époque, type l'échelle de Jacob, qui est un des pires blogs complotistes, radical. Donc c'est bon, voilà. Oui, donc c'est pas facile, c'est pas premier accès. Et Perron est devenu une véritable figure. Tu en parles, évidemment. Oui, il est dans la première partie. Et qu'est-ce que tu en dis dans ton... qu'est-ce que tu... c'est quand même quelqu'un qui pense que l'autisme... Il a fondé le groupe Chronimède avec Luc Montagnier, notre prix malade du Nobel, qui est décédé l'année dernière, je crois, qui voyait du sida, qui avait contribué à la découverte du sida en 83 et qui depuis en voit partout. Ouais. Et donc avec Luc Montagnier et Christian Perron, ils ont créé un groupe qui s'appelle Chronimède et dont l'objectif était de soigner les enfants autistes avec de l'hydroxychloroquine ou de l'azithromycine, puisque l'autisme, selon eux, est une maladie. Maladie. Donc c'est quand même magnifique. La chloroquine enlève les taches sur le blanc, apparemment. Elle fait tout. C'est le sérum de Lucky Luke. Et selon lui, la maladie de Lyme est due à des tics issus d'expériences avec des chercheurs nazis. De CIA. Ça, c'est... La CIA ? Ouais, je crois. Ça a changé ? Non, moi je crois que c'était des nazis. Ouais, mais il n'y a pas la CIA au milieu ? La CIA est partout. La CIA est forcément quelque part là-dedans, j'ai envie de te dire. Il me semble que c'est des chercheurs nazis réembauchés par la CIA. C'est pas impossible. Moi je pense que je suis allé vérifier, c'est vrai. Quelle est d'après toi la place de Perron un peu dans le docu Hold Up ? Est-ce que c'est quelqu'un de central ou c'est... Il est central. En fait, il est central parce que je pense que Raoult a décommandé l'invitation, puisque sur la page du crowdfunding, il disait qu'il donnerait la parole à Raoult. Donc ils ont mis un gros extrait de Raoult qu'il commente, histoire de voilà. Mais je pense que Raoult est loin d'être con, ou en tout cas il est pas mal conseillé en communication. Et du coup, Perron prend un peu cette place centrale là, puisque c'était lui avec Douste Blazy qui à l'époque avait lancé la pétition pour la chloroquine. Donc c'était un peu c'était un peu le totem. D'ailleurs, Raoult avait retweeté des études de Perron qui depuis ont été dépubliées pour fraude, parce qu'on peut pas trimballer les malades d'un patient d'un groupe A à un groupe 2 comme ça. On peut pas faire ça. Donc les études ont été dépubliées pour fraude. Et donc Perron, oui, il a une place centrale dans Hold Up. Oui, alors surtout que Perron après a eu une trajectoire même après Hold Up qui est absolument dingue. On l'a retrouvé au Parlement européen, invité par le groupe ça, moi, je comprends Identité pas. Démocratie. Je comprends pas comment dans la machine qu'est le Parlement européen, il n'y a pas un mec qui dise Non, mais c'est le groupe parlementaire d'extrême droite. D'accord. Oui, c'était en fait le groupe. C'est pas dans l'hémicycle du Parlement européen qui est intervenu. Ah oui, non, c'est dans une salle. Oui, comme quand il est décoré au Sénat par un prix pourri d'une association bidon parce qu'ils ont loué une salle au Sénat. Par exemple. Et sauf que ça marche. Ce que je veux dire par là, c'est que l'empreinte après qu'on voit en ligne, on le voit lui avec les logos du Parlement européen. Il est reconnu c'est une sorte de reconnaissance folle. Comme la pastille de Twitter. Encore aujourd'hui dans le commun des exactement comme la pastille de Twitter. Et puis je crois, il va sortir, ou il vient de sortir un troisième livre, un nouvel opus, et j'ai vu, il cartonne en librairie. Il cartonne. Ah mais c'est fou. Donc sur ça me fascine qu'il n'y ait pas un coût social, un coût économique, un coût de crédibilité avec le nombre de débunkages qui ont été faits ou de mise en avant, que ce soit ton docu ou d'autres choses. Le coût, c'est qu'il n'est pas interviewé sur les grandes chaînes. Sauf peut-être CNews encore, parce qu'on a pris sa défense sur CNews il n'y a pas longtemps. Il y a même quelques jours. Mais il n'est pas invité. Pas récemment. Il n'est pas invité sur BFM, il n'est pas invité au JT, il donne pas des grands entretiens, aujourd'hui en tout cas. Dans le monde, c'était encore le cas. Il n'a pas été censuré, Perron. Il était encore interviewé il n'y a pas si longtemps.
Mais il il est parti très loin, cartonne là. en librairie, c'est ça qui est fou. Et c'est son troisième, hein, il en avait fait déjà deux livres noirs, et là il est rouge, c'est ça le dernier avec. Je crois, parce qu'il et il y a toujours ce il écrit en gros. Mm. Jean-Marc Morandini lui a dit c'est qui il a dit c'est pas à moi de le dire. C'est quand même, oui, curieux. c'était pratique. Cette séquence était hallucinante. Mais d'ailleurs, J'invite les gens à aller la voir. Il en a fait évidemment une énorme promo au Parlement européen. Mais encore une fois, ça me fascine qu'il n'y ait pas de coup, encore une fois, au fait qu'il est démonté par le menu, qu'il y a. En ligne, on peut trouver quand même des argumentaires qui démontent en partie ce qu'il raconte. Oui, mais même qui démontent avant même la sortie du troisième livre. Moi, j'ai lu le troisième livre. Ouais. J'ai lu les trois. Hein. Ça fait partie de mon travail de me frapper Et ça. ça va de Caleb Dancey, là, on est d'accord. C'est-à-dire que oui, non, mais c'est un. Le premier, il est à peu près. C'est comme Star Wars 7, quoi. Il faut s'arrêter à un moment donné. Mais c'est ça. Oui, c'est ça. Mais ça s'empire. Dans ces trois bouquins. C'est une saga qui part en couille. Mais ça empire de tome en tome, c'est ça? Ça va de pire en pire? Puis je pense. Je sais pas si c'est lui qui les écrit, parce qu'il me semble que les deux premiers, c'est sa ghostwriter Ambre Bartok. Je sais pas si c'est le troisième, c'est lui qui l'a écrit ou pas, mais ça doit être écrit en mode elle pose un dictaphone sur une table pendant 6 heures, il raconte tout ce qu'il a raconté, elle en fait un bouquin. Ouais. Donc je pense que c'est comme ça qu'ils sont écrits ces livres. Et ça se ressent. Et avec Internet à côté. Hein. Et avec Internet parce que à côté. Je vois très bien ce que tu veux dire, et voilà, c'est ça. Hein. C'est des livres, si on ose dire, mais c'est des élucubrations d'un homme soudainement frappé par la grâce, comme dirait Edouard Baird. Alors là, on était sur le hold-up, donc on sait que Barnerias va probablement faire d'autres projets. Est-ce que toi, tu caresses l'idée de continuer ce travail sur d'autres, ou est-ce que là, tu as eu ta dose? Non, le troisième va vous réserver une surprise par rapport aux suites de Fake Up, de Hold Up, donc Hold On et Hold Out. Le troisième va vous réserver une petite surprise. Nonobstant, je ne ferai pas de fake on ou de fake out. Non, mais c'est trop, c'est chronophage à mort. Et puis je vais vous dire quelque chose qui est dramatique, mais si c'était à refaire, je ne l'aurais pas refait. Pourquoi ? Parce que j'ai perdu 2 ans où j'aurais pu améliorer mon spectacle, j'aurais pu repartir en tournée plus vite, j'aurais pu gagner plus d'argent ailleurs. J'ai tout été à perte dans ce projet sur 2 ans. Ouais. Mais bon, je l'ai fait pour la beauté du geste. Je suis content de l'avoir fait, je regrette absolument pas. En revanche, il n'y a pas de regret. Si c'était à refaire, je l'aurais pas fait, mais il n'y a pas de regret de l'avoir fait, parce que je suis quand même très satisfait du résultat final. Ouais. Et puis on s'est bien amusé avec les collègues. Juste le moment où j'ai appelé mon compositeur musical, Ulysse Lejeune, exceptionnel compositeur qui fait de la MAO, je lui téléphone et je me rappelle de cette petite truc en mode Ulysse, le film il doit sortir pareil, mais on va pas faire 1h30, c'est 4h30 de musique du coup. Il a un peu tiré la gueule à ce moment-là. C'est juste ce petit moment-là qui pour lui était un peu regrettable. Sinon tout le reste, on s'est bien amusé à le faire. J'ai une question pour l'illusionniste, le mentaliste. Oui. Quand on va voir un spectacle de magie, on sait qu'il y a un truc. On sait qu'il y a un truc, on se laisse fasciner, on se laisse émerveiller par le geste, mais on sait qu'il y a quelque chose, et on a quand même l'humilité de suspendre notre volonté absolue de comprendre. Voilà. On ne sait pas comment vous coupez les femmes en deux, mais on se dit, bon, il y a un truc, on le sait, c'est pas grave. Dans la vie réelle, il y a plein de choses qui se passent, des attentats, des pandémies, et il y a évidemment une partie de la réalité qui nous échappe dans le sens où il y a des coïncidences mystérieuses, ou en tout cas on n'a pas tous les éléments. On n'a pas tous les éléments. Voilà. Ouais. Et parfois, on reste devant l'actualité assez interdit, on se dit, mais on ne comprend pas. Voilà, on ne comprend pas exactement. Et quand on est à peu près, me semble-t-il, câblé normalement, on se dit, bon, on finira par comprendre. Ouais. Il faut le temps de l'enquête, il faut le temps que des gens se penchent là-dessus. Le fameux temps long, le temps dont tu as besoin de la science. La science, le journalisme, l'enquête, quoi. C'est l'inverse de la politique qui a besoin de prendre des décisions rapidement. Qu'est-ce qui fait que, chez certaines personnes, on refuse cette suspension, de vivre avec cette incertitude, avec cet inconfort de l'incertitude, et qu'on va s'agripper à la théorie du complot en disant, mais ok, voilà, en fait, tout ça, c'est à cause de Bill Gates. Est-ce que c'est un besoin de spiritualité? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est quoi? La psychologie cognitive explique clairement que l'on n'aime pas ne pas savoir. Oui, mais dans le spectacle de magie, on n'aime pas non plus. Tu vois ce que je veux dire? Ça nous agace, oui, mais le spectacle de magie est un moment isolé qui n'a pas d'incidence sur ta vie réelle, je pense. Oui, alors qu'avec une pandémie, ça peut toucher tes gosses, ta famille. Je pense que c'est ça qui joue le truc. Mais oui, la suspension d'incrédulité, clairement, mais c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire, moi, de ma carrière, j'aurais pu deviner des 9 de pique ou couper des femmes en deux toute ma vie. Et si j'ai voulu prendre cette voie-là, cet axe-là, et relier un peu la lutte, parce que la définition de la zététique telle qu'elle est donnée par Henri Brock à l'époque, c'était la lutte contre, l'étude rationnelle des phénomènes présentés comme paranormaux, des thérapies étranges, etc. Donc,
je vois pas mieux qu'un magicien, entre guillemets, c'est pas pour me hausser du col, hein, ça peut être moi ou un autre, mais je vois pas mieux qu'un illusionniste, et de surcroît un mentaliste, dont le personnage est de dire je suis un manipulateur mental, de surcroît, qui en plus mélange la science, la psychologie, etc., pour discuter de ces sujets-là. Et donc l'objectif avec ce film-là, c'était de sortir un peu des sentiers battus, de mes sentiers en tout cas battus, mais je vais y revenir en 2023, sur là on attaque 2023 par la télékinésie, un gros dossier, parce qu'il y a des gens qui vendent 2000 € sur TikTok, des formations pour faire bouger des stylos, ils ont des gimmicks de magiciens, c'est fantastique. Mais là, c'est vraiment identifié en plus, c'est-à-dire qu'on sait comment il fait, ça s'achète dans un farce à attrape. Donc du coup, au-delà de ça, pour revenir à ce que tu disais, moi c'est comme ça que je suis parti dans ce truc-là, et c'est aussi justement par volonté de comprendre ces rouages-là. C'est-à-dire qu'en fait, quand je fais des trucs comme Fake Up, etc., j'étudie énormément l'humain de manière empirique. C'est un truc fou, ça paraît pas, mais quand je fais mon premier spectacle actuellement en tournée, ou ce film-là, ou d'autres choses que j'ai pu faire à droite à gauche, même quand je suis à la rencontre sur le terrain des gens dans des salons, etc., quand je discute 5-10 minutes avec eux et qu'ils me racontent leur vécu, de comment ils sont rentrés dans la croyance, et comment justement eux aussi, il y a toujours cette notion de l'affect, il y a toujours cette notion de la colère, il y a toujours cette notion, on en parlait tout à l'heure de mon passé, où j'ai peut-être failli basculer du mauvais côté à une époque, mais à cette époque-là, je sortais j'en sortais pas, justement. J'étais dans une situation familiale excessivement déplorable, l'insalubrité, l'instabilité, l'insécurité. J'ai les parents que j'ai, mais voilà, j'avais pas un sou, beaucoup d'ambition, pas un sou. Tu développes une haine, tu deviens haineux. De manière générale, tu deviens haineux quand tu es dans ces trucs-là. Et donc, c'est pour ça que. Et donc, le narratif qui est. Donc, tu me parlais on parlait tout à l'heure de la suspension d'incrédulité. C'est ça, c'est l'émotion, donc la pseudo-haine ou la colère en tout cas, l'émotion soit le spirituel, soit effectivement l'émotion, le divertissement. En fait, des prismes, on parlait du 11 septembre, le 11 septembre visuellement c'est Hollywood, tu vois ce que je veux dire? C'est des grosses explosions sur des gros bâtiments, c'est Deep Impact, c'est Demolition Day, c'est des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de théorie du complot sur... Il y a des théories du complot quand ça fait gros scénario de science-fiction. Il n'y a pas de théorie du complot sur la mort de Johnny Hallyday, par exemple. Non. T'es sûr? Oui. Non, il y a peut-être des fans qui ont mal digéré le truc. Il y a peut-être des fans qui ont mal digéré le truc. Mais par contre, il y en a sur celle de Michael Jackson. Oui, mais Michael Jackson, était plus sulfureux. Michael Jackson, le truc de se faire oublier. Il n'est pas mort de vieillesse. Enfin, tu vois, c'est pas... Johnny, il avait. Par contre, bon, il y en a sur la mort d'Elisabeth. Mais tu vois, par exemple, il n'y a pas de théorie du complot sur le fait que le dernier album de Francis Lalanne s'est mal vendu. On se dit pas que c'est un coup des maisons de disques aux ordres. On n'en sait rien. On n'en sait rien en même temps. T'es sûr qu'elle a là peut-être Big Music. C'est peut-être Big Music qui est derrière tout ça. Mais voilà, il n'y a pas de théorie du complot sur les chanteurs du top 50. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il n'y aura pas de quoi faire un film. Par contre, un président qui serait un reptilien, il y aurait de quoi faire un film. Oui, puis je pense qu'il y a aussi cette idée de tu parlais un peu de frustration. Donc évidemment, on est dans une situation, peut-être on a quelque chose de dur dans sa vie, donc il y a une sorte de frustration, peut-être de haine, d'aigreur, de colère, hein, peut-être. Mais il y a aussi cette idée de pointer du doigt, quoi. C'est de pointer du doigt un coupable ou une entité coupable ou quelque chose. Et ce défouloir-là, il est particulièrement récurrent dans la mécanique conspi, qui est vraiment juste de dire bon, il y a une question, on doute de quelque chose, il pourrait y avoir quelque chose. Non, c'est malgré tout toujours et assez systématiquement, on l'a répété souvent ici, mais de pointer des coupables, des responsables. Et c'est ça qui, pour moi, est probablement un des aspects les plus inquiétants, parce que c'est pas juste une théorie éthérée comme ça, bon, un peu what the fuck, ok, bon, alors c'est délirant, tu vas mal gérer ta vie si tu t'orientes comme ça, mais sauf que là, on pointe du doigt et on va cibler des individus, des institutions, et ça se traduit parfois par des violences, par du harcèlement. Toi, tu m'as dit que tu t'étais fait comme harceler suite à ton documentaire, enfin à ton j'ai même eu des courriers dans ma boîte aux lettres, moi, parce que je crois que dans ma résidence, il y en a 2 ou 3 qui sont des shows de hold-up et qui m'ont reconnu, du coup, parce qu'ils savent qui je suis plus ou moins et qu'il y avait déjà eu des... Voilà. Et donc, j'ai déjà eu des courriers chez moi. Mais oui, donc tu vois que ça, quand même, ça a un impact sur le réel et pas uniquement sur
les complotistes eux-mêmes qui pourraient être les premières victimes d'estimations folles du réel autour d'eux, mais qui a des conséquences sur des personnes arbitrairement, alors que ça peut être toi ou d'autres. Thomas Huchon qui racontait ça aussi sur Twitter, et qui a raconté ça dans l'eBay, qui a été agressé il y a un an maintenant par une sorte d'ami, enfin quelqu'un avec qui il était en train de dîner. Il était en train de dîner, c'est ça. Oui, et on voit à quel point ça l'a marqué. Ça l'a marqué, bien sûr. C'est quelque chose de très dur pour lui. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui me semble assez central aussi, c'est qu'il y a j'ai envie de dire, le complotiste est victime lui-même, donc il peut encore une fois s'infliger le fait de prendre des décisions folles ou de mal estimer l'environnement qui est autour de lui, mais au-delà de lui, il y a le mal qu'il relaye, qu'il alimente, et ce mal-là peut être terrible quand ça se traduit dans le réel, quoi. Puis au-delà du fait de se construire en opposition à une forme généralement ceux qu'on dénonce, les méchants, c'est ceux qui ont le pouvoir, et donc je pense qu'il y a une volonté de se réapproprier son propre pouvoir. C'est-à-dire que si je me construis, il y a une autosatisfaction intellectuelle qui est de dire non seulement j'ai compris la théorie du complot, mais du coup, je m'inscris en faux de cette dernière. Comme j'ai compris, je suis un peu hors du système. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de pouvoir sur Emmanuel Macron, mais comme j'ai compris quel était le jeu de Macron, qu'il était vendu à l'argent, à machin, j'ai toujours pas plus de pouvoir sur lui. Mais moi, on me la fait pas. Donc il y a un côté où c'est la maigre illusion du pouvoir que peuvent avoir des gens sur lesquels ils n'en ont pas. Et donc du coup, il y a un petit truc de non mais voilà. Narcissique. Autosatisfaisant intellectuellement en tout cas, peut-être narcissique un peu. Oui, donc il redonne la sensation que... Oui, d'ailleurs les complotistes ont rarement une petite image d'eux-mêmes. Parce que si tu maîtrises en gros les arcanes du pouvoir, si tu les perçois correctement, tu as effectivement cette sensation d'avoir... T'es un initié, voilà. T'as compris, t'as tout compris. Eh bien voilà, vous êtes tous des initiés. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci Clément. Allez voir Fake Up sur YouTube. Allez voir le spectacle de Clément. Et puis on retrouve Tristan et Rudy dans Complorama. Et nous, on se retrouve dans 15 jours. À bientôt. Salut à tous. Ciao, ciao. Et cette émission a été, comme chaque numéro, réalisée par l'excellent Martin Béraud. Salut encore. Ciao.